Le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance se sont affrontés sur un plateau télévisé mardi. Le débat présidentiel de CBS News était le premier et le seul pour les candidats à la vice-présidence et le dernier débat avant le jour de l'élection à un peu plus d'un mois de l'échéance. Tim Walz et J.D. Vance se sont attaqués à leurs colistiers respectifs sur des thèmes du moment comme l'ouragan Hélène qui a ravagé une grande partie du sud-est des États-Unis et les craintes croissantes d'une guerre régionale au Proche-Orient. Comparé au face-à-face du mois dernier entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump, le débat vice-présidentiel a été plus riche en arguments politiques et plus léger en attaques personnelles. Selon des analystes, l'histoire montre que les débats vice-présidentiels font rarement basculer les sondages. Mais le débat de mardi a-t-il le potentiel de remodeler le paysage politique avant le mois de novembre? Les réflexions de mes invités dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Washington Forum. Alexandrine Rolognon avec vous. Les démocrates et les républicains de l'Ohio espèrent que le débat vice-présidentiel de mardi motivera les gens à participer aux prochaines élections. Ken Farabaugh de VOA nous en dit plus depuis l'Ohio. Le récit est d'Éric Manirakiza. Middletown est la ville natale du sénateur américain et candidat à la vice-présidence J.D. Vance, un lieu qu'il a décrit dans son livre Hillbilly Elegy et où certains de ses partisans ont regardé son débat avec le gouverneur du Minnesota. Nous pensons que J.D. Vance est très authentique parce que nous le connaissons. C'est une personne ordinaire. Joe Stazer est le directeur exécutif du Parti républicain dans le comté de Butler, Ohio. En 2016 et 2020, le comté de Butler est celui qui comptabilise le plus de votes pour Donald Trump dans l'Ohio. Stazer était heureux d'entendre Vance aborder les préoccupations qui lui tenaient le plus à cœur. Comme la frontière, comme l'économie, comme la grève des travailleurs portuaires qui se déroule sur la côte Est. Les gens sont préoccupés par le coût de la vie, c'est toujours important, et par les soins de santé. Kathy Yenant, présidente du Parti démocrate du comté de Butler, affirmait que les droits reproductifs et les préoccupations concernant l'immigration étaient également des points focaux de la grande soirée de visionnage du débat. Dès que J.D. Vance a déshumanisé des êtres humains en les appelant des étrangers illégaux, c'était frustrant d'entendre ce genre de langage. Je suis toujours préoccupé par l'immigration. Si M. J.D. Vance devait être le prochain vice-président. Jacob Payen est membre de la grande communauté haïtienne de Springfield, Ohio, à environ 60 km de Middletown. Certains membres de sa communauté ont été ciblés depuis le débat présidentiel du mois dernier, lorsque le candidat républicain Donald Trump a affirmé qu'il volait et mangeait les animaux de compagnie des gens. J'ai besoin d'être rassuré que je vais être en sécurité pendant que je suis ici en Amérique, parce que nous venons en Amérique pour chercher la sécurité, la paix, l'amour. Nous venons en Amérique pour tout cela. Payen pense avoir obtenu une partie de cette assurance. Ce soir, Tim Walz est apparu comme un homme plus calme dans le débat. Monsieur Vance était plus sur la défensive. Mon choix est fait. Isaac Adi est arrivé aux États-Unis il y a plus de 20 ans du Nigeria et est un électeur du comté de Butler. Malgré la rhétorique ciblant les Haïtiens à Springfield, Adi soutient la position de Trump et Vance sur l'immigration. Je suis venu dans ce pays légalement et je m'attendais à ce que tous ceux qui viennent dans ce pays respectent les règles, c'est-à-dire venir légalement. Les démocrates et les républicains semblent s'accorder sur le fait que le débat vice-présidentiel ne changera pas l'issue de l'élection de novembre. Mais ce que cela fait, c'est de faire savoir aux gens à quel point il est important que nous participions tous et que nous sortions pour voter. Joe Stater dit que le choix pour les républicains n'est pas pour qui voter, mais quand. Juste décider s'il faut voter pour J.D. à l'avance ou attendre le jour de l'élection. Le vote anticipé en Ohio commence le 8 octobre. Et pour ce débat, mes invités, Nyaka Legoke, maître de conférences en études panafricaines et en histoire à Lincoln University à Oxford, en Pennsylvanie, ici même aux États-Unis. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Nous avons via Skype Neers Kinwani, responsable de la politique fédérale pour African Communities Together et coordinateur de l'immigration pour la communauté congolaise de Washington. Bonsoir, Monsieur Kinwani.
Bonsoir, madame. Et nous avons via Skype également Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York, qui nous rejoint via Skype. Je l'avais dit. Bonsoir, professeur Mbodj. Bonsoir. Le nombre de sondages instantanés après le débat télévisé ne suggère pas de gagnant pour cette confrontation. Selon vous, Monsieur Lagoquet, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Qui a dominé cette confrontation selon vous? Bon, pour moi, c'était une opportunité pour découvrir les candidats. Et donc, objectif atteint? Oh oui, surtout que J.D. Vance, pour moi, la première question, c'est lui qui a bien commencé le débat parce qu'il en a profité pour se réintroduire, se présenter aux Américains, ce que le candidat démocrate n'a pas fait. Mais bon, comme les sondages le disent, c'est vrai que c'est partagé, mais il y a quand même eu un léger avantage compte tenu des sondages que nous avons vus. 48% d'Américains estimaient que Vance avait remporté le débat, contre 46% pour Walz. Monsieur Kidwani, vous travaillez notamment avec des communautés africaines sur des questions de l'immigration. Aviez-vous des attentes particulières concernant ce débat? Oui, madame. Je pense que l'attente principale, c'était évidemment entendre les solutions que les candidats pouvaient proposer, mais malheureusement, ils ne sont pas allés dans les détails de leurs propositions. Donc, c'est ce qui nous rend un peu inquiets à quelques semaine des élections. Nous ne savons pas exactement ce que les candidats prévoient faire pour l'immigration, mais là, on a senti qu'ils essayent, en tout cas du côté républicain, blâmer tous les maux de la société sur l'immigration, mais il n'y a pas de propositions claires et concrètes sur ce qu'ils vont faire. Professeur Mbodj, est-ce qu'on peut comprendre avec vous quel est réellement le but de cet exercice, un débat vice-présidentiel, pourquoi faire? Le poste de vice-président était très important et reste toujours important dans une certaine perspective. Évidemment, nous sommes tous des humains et quelque chose peut arriver au président. Mais d'une manière générale, et au début de la République américaine, c'était un tout petit peu pour réconcilier des factions dissidentes qui pourtant étaient unies dans la lutte pour l'indépendance. Et donc, dans les premières années de l'existence de ce pays, d'ailleurs, le vice-président, c'était celui qui venait en second avec le nombre de voix après le président. Un peu pour réconcilier tout le monde et avoir une sorte de hiérarchie déguisée au sommet de ce pays. Mais par la suite, et en particulier après la guerre civile, la succession de Lincoln a montré que le vice-président peut absolument diriger le pays dans une direction totalement opposée au président qui a été régulièrement élu et donc bouleverser la vie politique américaine. Et à partir de ce moment, le poste de vice-président a été beaucoup plus important dans cette perspective qu'il a la possibilité de changer la politique de ce pays de façon radicale. Alors d'une façon, maintenant dans la période moderne, il est certain qu'il y a eu des vice-présidents assez célèbres, certains parce que certainement ils auraient pu être présidents mais n'ont pas voulu, tels que Johnson, mais aussi Truman qui a remplacé donc le président Eisenhower, donc qui a donc, merci donc et qui a déclenché donc les bombes atomiques sur le Japon, ce qui a eu une importance extraordinaire et a vraiment débuté la guerre froide. Donc les vice-présidents sont importants. Mais pour ce qui est de la période très contemporaine, c'est plus un exercice où les présidents souvent s'affrontent dans des débats, souvent 2 ou 3, où ce sont plus des invectives, des accusations de malfaisance, des accusations, des procès de mauvaises intentions. Et les vice-présidents sont un peu des gens sur lesquels on compte cette fois-ci pour rétablir l'équilibre et foncer sur ce qui est l'essentiel, décrire les politiques de façon un peu plus sereine et autres. Et c'est ce que ces deux candidats à la vice-présidence ont fait. Ils se sont concentrés sur l'essentiel, sur les programmes politiques. Ils se sont attaqués évidemment à la tête du ticket, comme on dit, donc au candidat à la présidence. Mais d'une manière générale, ils ont essayé d'expliquer ce que leur parti va faire
en opposition à ce que l'autre parti n'a pas fait ou n'a pas pu faire ou veut faire. Rapidement, j'aimerais revenir sur le contenu même de ce débat. L'escalade entre Israël et l'Iran s'est également invitée dans le débat des deux colistiers. Chacun a bien sûr défendu le style de leadership de leur candidat à la Maison-Blanche dès les premiers moments du débat. Les tensions au Moyen-Orient peuvent-elles être une épine dans le pied du futur dirigeant des États-Unis? Je reste avec vous, professeur Mbodj. Oui, en particulier pour le Parti démocrate, donc pour Harris. Le Michigan, où il y a une très forte communauté américano-arabe et où certainement la politique actuelle de Biden ne les satisfait pas, et le feu vert donné en quelque sorte à l'armée israélienne d'envahir le Liban va certainement accroître, se forcer cette distance, ce qui fait que Harris avait pu récupérer un peu de ses voix lorsque Biden a décidé de ne pas se présenter, mais j'ai l'impression que le Michigan va être à nouveau en jeu avec ces événements, et c'est certainement l'État où on peut dire de façon très claire il y aura un impact des événements du Moyen-Orient sur les élections américaines. Mais merci, ailleurs, professeur Mbodj. Monsieur Lagoquet, je vous ai vu hocher la tête plusieurs fois. Une réaction? Il y a deux choses rapidement. La première, c'est par rapport au rôle du vice-président dans l'histoire américaine. Donc, le professeur Mbodj a fait une belle analyse. Même pour ceux qui nous suivent, il est important de dire que, comme on dit en anglais, the inflection point, c'est-à-dire dans l'histoire du rôle du vice-président, c'est avec Jimmy Carter quand il a pris Walter Mondale. C'est ce que les historiens ont écrit, sans sûrement que le vice-président était davantage impliqué dans la gestion des affaires aux États-Unis de façon particulière. Et George Bush, le père, quand il est arrivé, vice-président de Reagan, a estimé que c'était un modèle qu'il appréciait. Et donc, depuis cet instant, avec Clinton et Al Gore, on a vu que le vice-président jouait un rôle beaucoup plus important dans l'histoire des États-Unis. Le deuxième élément, c'est par rapport à la crise, c'est pour ça que j'apprécie la question, à la crise au Moyen-Orient. Beaucoup de journalistes n'ont pas envie de le dire, mais l'une des raisons pour lesquelles Biden avait des difficultés pour gagner les élections, ce n'est pas tant à cause de son âge ou de ses gaffes, mais c'est parce qu'il n'a pas bien géré la crise au Moyen-Orient. Et tous les étudiants qui étaient en train de protester dans beaucoup de manifestations, ça fait que cette base-là a été réduite. Et comme le professeur Mbodj l'a dit, maintenant que Harris et tous les candidats montrent qu'il faut soutenir Israël dans ce qu'Israël fait, c'est sûr que cela va avoir un impact sur ceux qui vont voter pour elle, et surtout sur celui qui va être le président des États-Unis, parce qu'on ne peut pas rester silencieux devant ce qui se passe au Moyen-Orient par rapport à la tragédie que vivent les Palestiniens ou les Arabes en général. Monsieur Kinwani, un commentaire sur ce thème qui a été abordé à l'entame de ce débat vice-présidentiel? Oui, je pense que la question du Moyen-Orient est une question brûlante, mais aussi une question d'actualité. Et donc, je pense que ça peut facilement influencer les électeurs, parce que c'est une question qui est donc débattue pour le moment et qui suscite beaucoup d'attention et d'intérêt. Et je pense que le vice-président, le candidat vice-président Walz n'a pas évidemment bien défendu ou n'a pas élaboré comment l'administration démocrate pourrait évidemment corriger leurs manquements, leurs défauts, leurs défaillances dans la gestion de cette crise. Et donc, comme j'avais dit au début, là, tous les deux candidats ne sont pas allés dans les détails. C'est ce qui est un peu déplorant. Et quel impact le débat vice-présidentiel pourrait-il avoir sur la manière dont les citoyens perçoivent les candidats? Cette tradition peut-elle être adoptée par les pays africains? Nous avons posé la question à nos téléspectateurs et je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad nous dit que le débat vice-présidentiel peut avoir comme impact sur la manière dont les citoyens perçoivent les candidats, la capacité de défendre un projet de société comme le droit à l'avortement pour sauver la mer, les relations des USA avec l'extérieur, l'immigration et la redynamisation de l'armée.
Kebe Ibrahima de Bamako, Mali, lui dit que le système est très différent aux USA. Le vice-président a un agenda bien rempli. Cependant, en Afrique, le vice-président joue, selon lui, un rôle de figurant. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC dit qu'en Afrique, on a des potentiels, des régimes présidentiels, semi-présidentiels, des régimes où le Premier ministre gouverne, comme c'est le cas de l'Éthiopie. Donc ce débat entre les colistiers n'existera pas dans certains régimes distants de celui des États-Unis. Merci à vous pour vos différentes réactions. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat Washington Forum et les commentaires de mes invités. C'est sur VOA Afrique que ça se passe. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full D. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Vous suivez Washington Forum sur VOA Afrique sur l'unique débat vice-présidentiel pour le scrutin de 2024 ici aux États-Unis. Je suis avec Nyaka Lagoke, maître de conférences panafricaines et en histoire de Lincoln, à Lincoln University, à Oxford, ici aux États-Unis. Nous avons en ligne depuis Washington Niels Kinwani, responsable de la Fédération de la politique fédérale pour African Communities Together. Et nous avons également depuis New York Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College. On a remarqué lors de ce débat que les deux concurrents ont adopté un ton nettement plus amical, énormément de courtoisie que lors de l'affrontement entre Trump et Harris. Est-ce qu'on assiste à un retour à la cordialité sur la scène politique et pour la suite de cette campagne électorale? Non, ce n'est pas un retour à la cordialité. Peut-être pendant ce débat, mais bon, Trump est Trump. Il y a même eu énormément d'humanité pendant ce débat, vous l'avouez. La cordialité, c'était intéressant, assez civil, beaucoup de respect entre les deux, mais Trump est Trump. Et donc, dans sa logique, quand on n'est pas d'accord avec lui, il faut attaquer. Donc, après ce débat, Trump va continuer de faire des attaques. Même J.D. Vance, qui parlait de Kamala Harris comme si elle était présidente. Donc, la plupart des choses qui ont été faites par Biden, comme Biden n'est plus dans la course et que c'est Harris, il fallait chaque fois rappeler que bon, c'est Harris qui a fait cela, alors qu'elle n'est que vice-présidente. Mais je pense qu'après le débat, il y aura, le ton va monter. Et voilà, c'est ce à quoi on s'attend, c'est ce que je vois. Niels Kinwani, les deux candidats ont cherché à se donner une image d'hommes proches du peuple. Ils ont même par moments rappelé leurs origines modestes. Est-ce pour vous une stratégie pour toucher les électeurs issus des milieux modestes? Et est-ce que ça a marché surtout? Je ne pense pas. Je pense que ce qui va convaincre les électeurs, c'est évidemment les perspectives, les propositions que les candidats offrent. Et là, comme je venais de dire, madame, ce débat a souffert du manque des détails. Je vous donne par exemple, pour revenir sur l'immigration, vous savez que pendant l'immigration est un secteur qui souffre beaucoup de l'inaction évidemment du gouvernement. Pendant 30 ans, le gouvernement, le Parlement américain et l'administration n'ont pas pu actualiser ou moderniser les systèmes d'immigration. Et là, à l'allure où vont les choses, nous voyons que il n'y a toujours pas de propositions concrètes et on craint que voilà que ces problèmes continuent. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que notre système ou le système d'immigration américain est, comme on dit en anglais, outdated. C'est vieux, il faut améliorer, il faut adapter ça aux réalités modernes.
Et donc, je pense cette tendance à revenir, cette tendance pour les candidats à revenir sur leur, comme on dit, background, ça peut évidemment essayer de nous donner, de peindre une image de leur personnalité, de ce qu'ils représentent, mais dans le fond, il y a ces manques de précision, ces manques de détails dans ce qu'ils proposent. Merci, M. Kinwani. Professeur Mbodj, tout à l'heure, nous avons parlé de long et en large du rôle de vice-président et de leur importance dans cette course présidentielle. Mais est-ce que la personnalité, l'expérience ou les qualifications d'un candidat à la vice-présidence peuvent influencer le choix des électeurs? Est-ce que les électeurs accordent de l'importance aux candidats à la vice-présidence dans leur choix? Je ne pense pas. Je crois que le poste de vice-président est un peu perçu à ce moment-ci comme une sorte de confirmation de ce que l'on pense du candidat président. Est-ce que ce vice-président va épauler, va assurer disons, le soutien à son président pour aller dans le sens où ce président a dit qu'il va aller? Donc c'est plus dans ce rôle de support que actuellement cet homme est perçu ou cette femme est perçue. Deuxièmement, évidemment, avec quelqu'un comme Trump, qui peut difficilement se présenter comme étant un homme du peuple, étant donné ses circonstances familiales et sociales dans une famille de millionnaires dans la ville de New York, etc., d'avoir un vice-président qui a des racines, disons, plus modestes et à l'intérieur du pays, offre bien entendu une sorte de réassurance que, au fond, l'Américain moyen sera pris en compte. Et de l'autre côté, évidemment, Walz, dans les mêmes conditions que J.D. Vance, rassure les gens pour dire que oui, Kamala Harris est un produit de la côte, est un produit de l'immigration, est un produit de ce qu'on peut appeler la classe supérieure, mais que lui, il est là pour d'être un peu ce qu'on appelle la mouche du coche et de faire en sorte qu'elle reste sensible aux fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est que ce pays, d'une manière générale, va être dirigé au centre, va être dirigé par un homme du peuple, quelqu'un qui est sensible à leurs problèmes financiers, à leurs problèmes sociaux, etc., etc. Donc les vice-présidents étaient là pour rassurer. Ce qui m'amène à vous demander qu'est-ce qu'ils apportent concrètement dans leurs tickets respectifs, J.D. Vance et Tim Walz. Qu'est-ce que vous en pensez avec leurs différentes personnalités? Bien. Bon, moi je pense que c'est là où il y a un peu de différence entre ce que M. Mbodj a dit et ce que je vais dire. Comme on connaît Trump, donc on était curieux de savoir qui il allait choisir. Et comme à un moment donné, c'était la question de l'âge. Trump, je crois, 78 ans, 79 ans, Biden, 80, 81. Et donc, quand il a choisi un jeune qui a une certaine aura, et donc, je crois que il y a eu un peu de frémissement dans les sondages en faveur de Donald Trump. Et dans le cas de Tim Walz, bon, je n'ai pas tant vu cela, même s'il rassure, parce que bon, il est dans la soixantaine. C'est le fait que Biden ait laissé mis de côté sa volonté d'être candidat et qu'il y a eu un frémissement chez les démocrates parce qu'il y a eu du sang nouveau avec Kamala Harris. Mais je pense que ce que J.D. Vance n'a pas bien fait, c'est qu'à un moment donné, il est rentré dans des déclarations fracassantes, un peu dans le style de Trump, ce qu'on sait qu'il a l'habitude de faire aussi. Et donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un désenchantement à son endroit vis-à-vis du ticket Trump-Vance. Et dans le cas de Kamala Harris et puis Walz... Mais énormément de téléspectateurs ont reconnu ses qualités de débatteur. Non, ça, au départ, je l'ai dit, c'est parce qu'on a commencé. Il débat bien, mais bon, sur la question... Bon, il y a des choses qu'il ne peut pas assumer, parce que Trump a dit qu'il allait faire construire le mur, qu'il allait séparer le Mexique des États-Unis, mais avec l'argent des Mexicains. Mais qu'il n'a pas pu faire. Donc quand J.D. Vance vient, qui n'arrive pas à reconnaître que là, c'est des choses qui n'ont pas été faites, je pense que c'est vrai qu'il parle bien, il présente bien, il est beau, tout ce que vous pouvez imaginer, jeune, comparé à un Walz qui est timide, un peu âgé et qui n'est pas un tribun. J.D. Vance est un tribun, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un frémissement, mais il y a eu des déclarations qu'il a faites par rapport aux femmes, qu'il ne faut pas faire des enfants, et je crois que ça,
ça a été contre-productif parce que ça a mobilisé beaucoup de femmes en faveur de Kamala Harris. Donc voilà un peu ce qui pourrait être un élément en sa défaveur ou en la défaveur de Donald Trump. Monsieur Kinwani, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'apportent concrètement ces deux personnes à leurs tickets respectifs? Je pense qu'ils essaient de créer de l'équilibre. Je pense du côté démocrate, Walz qui est expérimenté, et du côté républicain, il y a J.D. Vance qui apporte un peu ses charmes de la jeunesse. Mais ce qui est important ici, madame, c'est que nous avons vu J.D. Vance revenir sur l'immigration à maintes reprises et s'attaquer à l'immigration illégale. Mais en réalité, madame, j'aimerais que les gens qui nous suivent puissent aussi retenir que les républicains s'affichent comme des gens qui s'attaquent à l'immigration, ou en tout cas les candidats vice-présidents donnent l'impression de s'attaquer à l'immigration illégale, mais en réalité, nous avons vu pendant que M. Trump était au pouvoir, ils se sont attaqués à l'immigration légale. Ça veut dire que les gens qui suivent la procédure requise pour immigrer aux États-Unis sont victimes d'une politique qui, évidemment, ne favorise pas l'immigration par les voies régulières. Nous avons vu cela spécifiquement par les taux de refus de visa, par des gens qui appliquent pour le visa, que ce soit à l'étranger, et même ici, les gens qui appliquent pour régulariser leur statut d'immigration. Et donc là, c'est très important de noter cela, c'est que ils attaquent l'immigration illégale, ils nous donnent cette impression, mais en réalité, nous voyons aussi que l'immigration légale est attaquée par les refus. Et madame, je l'ai dit parce que je travaille avec les immigrants, ça fait plus de 10 ans maintenant, et c'est une tendance qu'on est en train de voir et qu'on déplore, et cela devient très inquiétant parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de propositions claires, concrètes. Tout ce que l'administration ou les candidats du côté républicain nous promettent, c'est la déportation et aucune solution tangible pour résoudre ces problèmes d'immigration. Professeur Mbodj, vous partagez cet avis? Le problème de fond avec l'immigration, je partage cette analyse avec un bémol. Ce bémol, c'est que c'est vraiment le Congrès qui est en charge de l'immigration. On a beau parler de la politique de Trump ou de Biden, au fond, c'est au Congrès de faire le travail. Et je crois que Walz a essayé de faire comprendre aux gens que le fait d'avoir refusé d'entériner et de signer la dernière proposition de loi qui était passée donc au Congrès et qui était acceptée par une majorité de démocrates et de républicains. Il a suffi un coup de fil de Trump pour dire non, 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 ne le donnez pas cette victoire en année électorale, et tout a capoté, a bien montré que c'est le Congrès qui est en charge à ce niveau-là. Le reste, évidemment, il y a beaucoup de symboles assez importants. Il y a pas mal de déclarations qui ont été faites et les gens ne sont pas dupes. Je vous laisse conclure en une minute. Oui, bon, oui. Merci pour l'opportunité. C'était un beau débat civil. C'est ce qu'on souhaiterait voir au niveau des candidats qui veulent être président, Kamala Harris et Trump. Mais bon, on espère que le meilleur gagnera l'élection présidentielle pour le bonheur des Américains. Mais nous qui sommes Africains et nous qui voulons un monde de paix et qui souffrons de voir la guerre à Gaza, au Liban, on souhaiterait que les leaders américains soient visités par un esprit d'humanité afin que les guerres dans le monde soient réduites pour qu'il y ait un mieux-être, pour une prospérité, une laisser partager. Merci. Merci à vous, Nyaka Lagoke, maître de conférences en études panafricaines et en histoire à Lincoln University, ici aux États-Unis. Merci à vous également, Niels Kinwani, responsable de la politique fédérale pour African Communities Together. Et à vous, professeur Mbodj, qui nous a rejoint depuis New York. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir suivi ce numéro de Washington Forum. Alexandrine Frolognon à la présentation, et merci à notre équipe qui a préparé et diffusé cette émission. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 19h temps universel, sur VOA, voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Bonne soirée à tous avec les programmes de VOA Afrique.
Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchosan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais.